Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Booktube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer, que j'ai adoré, qui a été publié en 2015 aux éditions Actes Sud. Il s'agit d'un livre de la grande Yoko Ogawa, autrice japonaise très connue en France, et le livre s'appelle Instantané d'ambre. Voilà. Et alors Yoko Ogawa, elle a publié énormément en France, enfin et ailleurs d'ailleurs, elle a été traduite dans plein de pays différents. Elle a fait des études de lettres, voilà, elle est inspirée par plein d'auteurs différents, beaucoup les classiques japonais. Son écrivain préféré c'est Murakami, voilà, mais elle est pas mal inspirée des écrivains japonais classiques, mais aussi de plein d'écrivains américains du genre Scott Fitzgerald, Raymond Carver, tout ça quoi. Moi, je pensais n'avoir jamais lu de livre d'elle et une petite souris m'a dit que si, j'avais déjà lu un livre d'elle qui s'appelle La formule préférée du professeur. C'était à l'époque où on voulait encore essayer de me convaincre que les maths, ce n'était pas que de la contrainte et que c'était aussi moins abstrait que ce qu'on pourrait penser. Parce que c'est pas trop mon truc les maths, hein, pour ceux qui me connaissent pas. Et c'est l'histoire très, très rapidement d'un ancien professeur de mathématiques qu'une aide à domicile vient visiter tous les jours. Et sauf que ce professeur, il a eu un accident de voiture et il a eu une grave lésion cérébrale qui fait que sa mémoire, ses capacités mnésiques ne dépassent pas 80 minutes. Donc c'est un peu comme les gens qui ont Alzheimer, vous savez, enfin je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui avaient cette maladie-là, ce type de démence-là. Vous avez, voilà, vous arrivez, vous parlez et vous recommencez vos dialogues au fur et à mesure. Bah là, c'est un peu pareil, dans la formule préférée du professeur, cette aide ménagère qui vient et qui est un peu écrasée par son quotidien et qui a une vie un petit peu morne. Elle amène aussi son fils avec elle et elle va découvrir la beauté des chiffres avec ce monsieur-là qui va réussir à les intéresser, à les faire philosopher, à rendre les chiffres, à les faire devenir comme des individus et à les rapprocher de la vie quotidienne. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, j'ai bien aimé, mais visiblement j'avais oublié que je l'avais lu, donc c'est que ça m'a pas laissé non plus un souvenir impérissable. Mais c'était pas mal. Pour ceux que le sujet intéresse, c'était très joli. Les relations étaient bien, très très bien retranscrites. Il y a beaucoup de finesse et de pudeur. C'est ça en tout cas que j'ai retrouvé aussi là-dedans. Et donc Instantané d'ambre, ça n'a rien à voir et ça réunit quand même pas mal de mes domaines de prédilection que j'aime beaucoup, que ce soit dans la littérature ou le cinéma, c'est-à-dire les traumatismes divers, le huis clos et tout ce qui est un petit peu allégorie de la sortie de l'enfance, de mystère, tout ceci dans un cadre très bucolique, mystérieux, où il y a beaucoup de la place à la nature, à l'art, aux animaux. Et en fait, c'est un récit en deux, alterné par deux points de vue. Vous avez tout début, vous êtes dans une espèce de centre où vous avez une narratrice qui parle de Monsieur Humber, donc, qui est un vieux monsieur résident du centre, qui accueille visiblement des vieux artistes. Et en fait, elle parle de cette fascination pour ce monsieur qui a une voix extrêmement douce que quasiment personne ne peut entendre, qui dessine toujours sur des bouts d'encyclopédie, qui dessine toujours, qui a la plus petite chambre de la résidence. Et voilà, et en fait, elle commence à raconter un peu l'histoire de ce monsieur à travers ses yeux, et on se rend compte que voilà, il a eu une histoire un peu particulière, on se rend compte que voilà, il revit ses souvenirs dans sa tête par un moyen bien particulier. Et donc vous avez cette vie au centre et cette dame et ce vieux monsieur qui est Monsieur Humber et qui a plein de caractéristiques particulières. Et on revient dans le passé où Monsieur Humber se transforme en Ambre, un petit garçon de 8 ans, et on voit son passé, on voit ce qui lui est arrivé. Et en fait, ce qui lui est arrivé, c'est que lui et son frère et sa sœur, quand il avait 8 ans, leur mère les a isolés du monde, les a amenés en leur disant écoutez, il y a une malédiction qui vous veut du mal à l'extérieur, il y a un chien maléfique, elle l'appelle, je vous dis pas pourquoi elle dit ça, mais en gros, il y a une malédiction, il faut que vous restiez dans l'enceinte de cette maison, qui est une maison avec un petit jardin, avec le mur de briques, l'enceinte au mur de briques, comme ils l'appellent. Donc les enfants restent à l'intérieur, et en fait, c'est une maison qui appartenait à leur père, complètement absent du récit, finalement, qui a l'air d'avoir fait des enfants à cette dame et est parti vers une autre famille, donc, et qui, en compensation de cet abandon, a donné cette maison. Et ce monsieur était éditeur, donc il y a un cabinet de lecture rempli exclusivement d'encyclopédies au sujet complètement variés qui n'ont rien à voir entre du plus technique au plus abstrait. Et les enfants vont, enfermés dans cette maison, grandir au sein de ces encyclopédies, au sein de ce petit bout de terrain, des petites choses qui vont apparaître ça et là, de l'âne du chauffagiste que la mère amène une fois par an pour qu'il broute le jardin. Voilà, ils vont
Ils vont vivre là-dedans pendant quelques années et voilà, donc c'est un petit peu étrange quand on rentre dedans. Et surtout, ce qui est important, oui, quand même, c'est que les trois, alors il y a Ambre, Opale et Agathe. Donc Opale, c'est l'aînée, c'est la grande sœur qui a 11 ans. Ambre, je crois qu'il a 8 ou 9 ans. Et le petit haut, Agathe, il a 5 ans quand il rentre. Donc, et en fait, quand, ils avaient d'autres noms avant, donc qu'on connaîtra jamais dans le récit. Et leur mère, quand elle les enferme, parce que c'est quand même un enfermement, elle leur dit: vous prenez une encyclopédie, vous ouvrez à la page que vous voulez, vous choisissez un nouveau nom, je ne veux plus jamais vous entendre prononcer votre nom d'avant. Sinon, la malédiction tombera sur vous, le chien maléfique viendra vous tuer, tout ça. Donc, un peu raide. Et ils ouvrent tous les trois à la même page ou à la même section de l'encyclopédie, ce qui est la section des minéraux. Donc, du coup, la grande va mettre son doigt sur Opale, l'autre Ambre et l'autre Agathe. Et en fait, ils vont développer leurs caractéristiques, ils vont construire l'intégralité de leur personnalité autour des caractéristiques de ces pierres-là. C'est un petit peu étrange, me direz-vous, mais même si je ne connais pas la caractéristique de chacune de ces pierres en détail, elle vous les décrit, et voilà, vous avez Agathe qui flamboie, qui est très fort, qui est dur. L'Agathe, elle dit que l'Agathe, c'est très difficile à casser. Donc le petit a visiblement la personnalité la plus robuste. Opale, c'est très joli, ça attire la lumière, c'est très délicat. Voilà, donc Opale, très docile, va se plier aux interdictions maternelles. Nombreuses interdictions maternelles, ils n'ont pas le droit de parler fort. Donc c'est pour ça que Monsieur Humber, on découvre que le monsieur a gardé les caractéristiques de départ imposées par sa mère. Donc il parle très peu, très doucement. Il n'aime pas quand il y a du monde. Et du coup voilà, Ambre va aussi développer sa personnalité autour des caractéristiques de cette pierre, et notamment un truc très intéressant, c'est qu'il va se passer des choses au fond de son œil gauche. Son œil gauche va progressivement prendre la couleur de l'ambre, et il va se passer des choses dans son œil. Je vous en dis pas plus, en tout cas il va avoir des scènes, il va avoir des visions dans cet œil gauche, qu'il va essayer de réécrire et de faire revivre sur les encyclopédies, voilà, de façon frénétique et obsessionnelle. Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile de se faire une idée en le disant comme ça, mais c'est très délicat comme écriture, c'est très joli, c'est très mystérieux. Et vraiment, vous avez, sous couvert de la chape de plomb d'un traumatisme énorme que vous comprenez assez rapidement, ces enfants en fait sont enfermés littéralement par leur mère qui les a leur mère qui travaille à côté, parce qu'ils travaillent à côté d'une ville thermale, donc leur mère travaille à côté. On voit qu'elle est très angoissée du fait que quelqu'un vienne les récupérer, qu'ils soient recherchés, et ces enfants vont de façon totalement innocente vont suivre leur mère et les interdictions maternelles sans trop comprendre pourquoi, enfin en se montant quand même un scénario que leur mère leur aura distillé dans la tête, et ce qui leur permettra d'avoir confiance en elles. C'est ça un peu le plus dur, c'est que voilà, ils sont très mignons ces enfants, on a beaucoup d'empathie pour eux, et ils vont se construire l'imaginaire qu'ils n'ont pas, l'imaginaire de l'extérieur notamment. Donc ils vont se servir de tel petit ruisseau qui passe dans le jardin, de cet âne que leur mère amène une fois l'année pour qu'ils broutent le jardin. Enfin, tous les petits détails qui vont composer un petit peu leur distraction. Ça va montrer un petit peu comment les enfants peuvent s'échapper de l'enfer par leur imagination. Et voilà, et on apprend très rapidement, je vous dis pas les détails, mais que en fait au départ ils étaient pas 3 mais ils étaient 4. Voilà, donc ça a une grande importance dans le récit. Et voilà, vous avez aussi cette espèce de... Vous pouvez le prendre très littéralement, donc c'est-à-dire voilà, une mère qui enlève ses enfants, qui les coupe du monde, et voilà, comment ces enfants font pour rester enfermés sans rien connaître de l'extérieur, en essayant de s'auto-censurer sur leur curiosité qu'ils pourraient avoir de ce monde extérieur. Et c'est ça qui est dur, c'est que du coup ils se donnent des petits défis, ils jouent à des jeux, en lisant justement, en ayant comme base leur connaissance encyclopédique, parce que n'ayant rien d'autre à faire, ils ont accès à ce cabinet de lecture avec toutes ces encyclopédies entassées, et ils vont toutes les lire, quoi. Et leur connaissance du monde va se réduire à ce qu'ils lisent dans ces encyclopédies. Et vous avez ce truc-là, donc comment ils font pour sortir, développer leur imaginaire de l'extérieur, comment ils font pour trouver des excuses, parce que bien évidemment ils grandissent, donc au bout d'un moment, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Et surtout que l'élément perturbateur du livre, ça va être que l'extérieur va venir chez eux sous la forme d'un marchand ambulant, qui va vouloir leur montrer monts et merveilles, et du coup qui va venir régulièrement les voir, pendant que leur mère est au travail et sans qu'elle soit au courant, bien sûr.
Et à travers ce marchand ambulant, ils vont découvrir déjà les interactions sociales, faire confiance à quelqu'un. Et puis lui, ce marchand ambulant, il a des tonnes de trucs. Enfin, il en a dans son manteau, il a des bagues, des barrettes, des jouets. Enfin, il a tout. Il a tout un monde, quoi. Et cette espèce de réduction du monde extérieur dans tout plein d'objets, dans tout plein de scénarios qui se font, bah, j'ai trouvé que c'était hyper immersif et ça prenait vraiment aux tripes. Et c'est très étrange parce c'est une écriture très. À la fois très. Ça va. Voilà, c'est très simple, c'est très doux, mais en même temps, il y a quelque chose de toujours très fort qui se dégage. Et on voit. Du coup, j'en ai pas lu d'autres à part la formule préférée du professeur, mais apparemment, dans ses œuvres, tout ce qui est présence muséale, tout ce qui est présence de l'art, très très important. Tout ce qui est les huis clos, elle aime beaucoup traiter l'enfermement aussi. Elle a écrit d'autres trucs qui n'avaient rien à voir, du genre Hôtel Iris, je crois, qui traite d'une relation très étrange entre un vieillard et une jeune fille. Enfin voilà, elle écrit vraiment des trucs très différents et très dérangeants, enfin un peu étranges, ouais, glauques. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment sur le deuil. Vous avez plusieurs niveaux de lecture et voilà comment ces enfants, autour de la personnalité qui se sont créés, moi j'ai trouvé aussi que c'était une allégorie au-delà du scénario principal qui est donc une mère qui isole ses enfants dans un huis clos, comment ils font pour pas, pour suivre, lui obéir au doigt, voilà, et à l'œil. Et il y a aussi ce truc de cette espèce de sortie de l'allégorie de l'enfance, parce que forcément la plus âgée, quand il rentre dans la maison de briques, là, elle a 11 ans, donc après elle grandit, on la voit vite avoir 16-17 ans. Et voilà, sans qu'il y ait rien qui soit dit, il y a des choses qui vont se passer, et jusqu'au dénouement où c'est hyper poignant, et ça m'a vraiment... en finissant le livre, j'ai eu du mal à sortir parce que j'étais très imprégnée par cette ambiance, ce silence aussi. Parce que comme ils n'ont pas le droit de parler fort, il n'y a pas de bruit. Ils jouent de l'harmonium des fois, mais même l'harmonium, il y a presque pas de son qui sort. Donc toute forme, quand le marchand ambulant arrive la première fois, qui fait « You, les copains, les enfants », ils se sentent hyper agressés, ils n'ont pas vu un autre être humain depuis des années. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très 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 bien fait. Et il y a vraiment le traumatisme, on se demande à chaque instant, mais à quel moment ils vont se faire, parce qu'on le sent quand même dès le début du roman qu'à un moment ils vont être retrouvés quand même. Et comment ça va se faire, qu'est-ce qui va se passer, lequel des trois va réagir en premier. Et vraiment la hiérarchisation dans le côté des trois frères et sœurs, elle est importante aussi, mais elle se fait jamais dans la dureté où il n'y a jamais d'altercation directe. Ils sont toujours très bienveillants les uns envers les autres, même si à un moment il y a un gros décalage qui se fait, et une prise de conscience d'un côté ou de l'autre qui n'est pas la même chez chacun des enfants en fonction de leur âge. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, et vraiment cette ambiance, ce bruit, vous entendez un peu le bruissement des branches, le petit ruisseau qui passe, vraiment c'est très très joli, c'est très bien amené, voilà, donc je l'ai préféré à l'autre, celui-là je pense pas que je l'oublie du coup. Et je vous le conseille si vous aimez vraiment, là, pareil, si vous voulez vous sortir la tête de votre quotidien, et si vous voulez vraiment immerger dans un lieu clos où il va se passer plein de choses tout en étant très pudiquement, tout en ce que ça soit très pudiquement énoncé, je vous le conseille vivement. Yoko Ogawa, Instantané d'ambre. Vous allez vous régaler, et c'est plein de poésie, de force et de psychologie aussi beaucoup. Voilà. Bon, et bien sur ce, j'espère que ça vous aura donné envie. Je vous dis à demain pour un nouveau Booktube.